Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mr. Laker, le radar politique. Donald Trump veut sortir de la guerre contre l'Iran, mais le détroit d'Ormuz, la route maritime la plus importante du monde, reste sous contrôle iranien. 32 jours de bombardement. L'essence vient de franchir les $4 le gallon pour la première fois depuis 2022. Et le détroit d'Ormuz fonctionne désormais comme une route à péage iranienne, l'Iran facturant $2 millions par navire pour laisser passer. La guerre a été vendue comme une opération de 4 à 6 semaines. Cette fenêtre se referme et chaque issue que Trump aperçoit mène à une version différente de la même défaite. Au fil des prochaines minutes, le tableau devient clair. Trump agit avec une évidente fébrilité pour sortir de la guerre qu'il a déclenchée, et la vraie question est désormais de savoir ce qui se passera lorsque les réserves stratégiques de pétrole seront épuisées dans les 2 prochaines semaines. Voici maintenant ce que l'on sait. Le 30 mars, The Wall Street Journal a rapporté que Trump avait dit à ses propres conseillers qu'il était prêt à mettre fin à la guerre même si le détroit d'Ormuz restait fermé. Il a estimé que le rouvrir par la force ferait déborder le conflit bien au-delà de son propre calendrier. Le lendemain, sa porte-parole, Caroline Lee, l'a confirmé depuis le pupitre. Elle a énuméré les objectifs centraux de la guerre: détruire la marine iranienne, démanteler son infrastructure de missiles et de drones, affaiblir ses relais et empêcher toute capacité nucléaire. La réouverture du détroit ne figurait pas sur cette liste. La voie maritime qui étouffe l'économie mondiale a été discrètement retirée de la liste des conditions de victoire. C'est une réécriture de la justification de la guerre, et cela s'est produit en direct à la télévision. Apparemment, dès qu'un objectif devient trop coûteux, il devient aussi facultatif. Puis, les choses ont empiré. Le 30 et 1 mars, Trump a déclaré aux journalistes que la guerre serait terminée en 2 à 3 semaines. Il a dit que les États-Unis pourraient partir d'ici 2 à 3 semaines, parce qu'il pense que les principaux objectifs militaires peuvent être atteints sans guerre plus large ni plus longue. Quelques heures plus tard, il a publié un message sur Truth Social disant aux alliés de l'OTAN de retrouver un courage bien tardif, d'aller dans le détroit et de simplement le reprendre. Il a qualifié la France de très peu utile. Il a dit au monde que les États-Unis ne seraient plus là pour vous aider. Le secrétaire d'État Marco Rubio a tenté d'adoucir le propos, en assurant que le détroit rouvrirait d'une manière ou d'une autre. Mais le message était clair. Les États-Unis ont lancé cette guerre. L'Iran a répondu en verrouillant le corridor énergétique le plus important de la planète. Et maintenant, l'Amérique dit au reste du monde d'aller régler cela lui-même. Pour un mouvement obsédé par la force, laisser l'addition à d'autres ressemble étrangement à une habitude de commandement. Ce que l'Iran a réellement mis en place pendant que la Maison-Blanche proférait des menaces, c'est la partie que la plupart des gens ne voient pas. La plupart des gens supposent que l'Iran s'est contenté de bloquer le détroit d'Ormuz, comme il menaçait de le faire depuis des décennies. Une fermeture brutale, des navires arrêtés, une voie maritime scellée. En réalité, Téhéran a fait quelque chose de bien plus calculé et de bien plus dangereux. Il n'a pas seulement fermé le détroit. Il l'a transformé en point de contrôle souverain avec un système d'accès géopolitique à 2 vitesses. Et il prépare désormais une législation permanente pour le maintenir ainsi. Avant le début de la guerre, le 28 février, environ 100 à 100, 10 navires traversaient Ormuz chaque jour. 20 millions de barils de brut, soit 1/5 de tout le pétrole transporté par mer sur la planète. Depuis le lancement de l'opération Epic Fury, ce chiffre s'est effondré de 95%. Lloyd's List Intelligence a recensé seulement 142 transits au total entre le 1er et le 25 mars. Sur la même période l'an dernier, en 2025, ce chiffre était de 2652. Un mois de trafic en temps de guerre équivaut à peine à une seule journée en temps de paix. Le corps des gardiens de la révolution islamique a mis en place ce que le secteur maritime appelle désormais le péage de tronc. Tout navire souhaitant passer doit soumettre l'intégralité de sa cargaison déclarée, la liste complète de son équipage, ses documents de propriété et son port de destination à des intermédiaires approuvés par les gardiens de la Révolution.
Si le navire est validé par les gardiens de la Révolution, il reçoit une autorisation codée. Une vedette de patrouille des gardiens de la Révolution escorte alors le bâtiment par un couloir détourné, non pas par le schéma classique de séparation du trafic à 2 voies au milieu du détroit, mais par un corridor étroit au nord de l'île de Larik, passant entre 2 îles iraniennes et longeant la côte iranienne. Chaque navire qui emprunte cette route traverse des eaux que Téhéran revendique comme souveraines. Ce n'est pas un hasard. C'est l'architecture d'un contrôle durable. Les règles d'accès sont divisées selon des lignes géopolitiques. Les navires battant pavillon chinois, russe, indien, irakien et pakistanais transitent gratuitement. Les navires liés aux États-Unis, à Israël ou à leurs alliés paient environ 2 millions de dollars par passage, réglés en yuan chinois, ou bien ne passent pas du tout. Au moins 2 navires ont déjà payé. Le Parlement iranien rédige activement un projet de loi pour inscrire ce dispositif dans la loi, non pas comme une mesure d'urgence en temps de guerre, mais comme une expression permanente de souveraineté. Le député Mohammad Raza Kouchi a déclaré aux médias d'État iraniens que le Parlement poursuivait un plan visant à établir formellement le contrôle et la supervision iranien sur le détroit, tout en créant une source de revenus grâce aux droits de transit. Et voici ce qui rend cela dévastateur pour Washington. Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Kameh, qui a succédé à son père après qu'Ali Kameh a été tué au début de la guerre, a déclaré dans ses premiers propos publiquement rapportés que le levier d'Ormuz devait continuer à être utilisé. Téhéran a aussi ajouté à sa liste de conditions pour mettre fin à la guerre une exigence qui n'était jamais apparue auparavant, la reconnaissance de la souveraineté iranienne sur le détroit d'Ormuz, aux tarifs projetés et avec un trafic normal. Ce système de péage générait plus de 600 millions de dollars par mois, rien qu'avec les pétroliers. En y ajoutant les cargaisons de gaz naturel liquéfié, le chiffre dépasse 800 millions. L'Égypte perçoit environ 700 à 800 millions de dollars par mois grâce au canal de Suez. L'Iran est en train de se bâtir une machine à revenus du niveau de Suez à partir d'une voie maritime qui, en droit international, n'appartient à aucune nation en particulier. La contradiction entre ce que dit Trump et ce que fait le Pentagone est la ligne de fracture la plus révélatrice de tout ce conflit. Alors que Trump parle de partir, le Pentagone continue de renforcer sa puissance de combat dans la région. Reuters et Associated Press ont rapporté l'acheminement de forces expéditionnaires supplémentaires de marine vers le Moyen-Orient, le déploiement sur le théâtre de quelques 2500 parachutistes de la 82e division aéroportée, ainsi que l'envoi d'un 3e porte-avions américain, l'USS George H.W. Bush, pour soutenir le renforcement. C'est pas le profil d'une sortie propre. C'est le profil d'une administration qui garde ouvertes des options d'escalade, y compris une possible opération contre l'île de Karg. 2 groupes aéronavals ont déjà tourné dans la zone, l'USS Abraham Lincoln et l'USS Gerald Ford. Le Gerald Ford s'est replié vers Split, en Croatie, le 28 mars, après un incendie à bord que le Pentagone a qualifié de non lié au combat, mais des médias affiliés à l'Iran ont immédiatement affirmé qu'il s'agissait d'une frappe réussie. Le CENTCOM l'a démenti. Quoi qu'il en soit, le Ford est hors du combat. Au total, près de 7000 soldats de combat supplémentaires affluent vers le Golfe. C'est pas une décrue. C'est un renforcement. Et tous les analystes militaires qui suivent la situation savent que l'option la plus évoquée aujourd'hui est la prise de l'île de Karg. Karg se situe à environ 15 miles au large de la côte sud de l'Iran. Elle traite environ 90% des exportations iraniennes de pétrole brut. Trump a déclaré au Financial Times qu'il pouvait prendre l'île. Les moyens engagés correspondent exactement à ce type d'opération. Des marines pour un assaut amphibie, des troupes aéroportées pour une insertion rapide en terrain contesté, des opérateurs spéciaux pour sécuriser des matières nucléaires identifiées par le renseignement américain comme une cible prioritaire de récupération. L'Iran a tiré des centaines de missiles balistiques et des milliers de drones depuis le début de la guerre. Et Reuters a rapporté qu'environ un tiers de l'arsenal iranien de missiles avait été confirmé comme détruit.
Les analystes notent qu'il lui reste donc une capacité significative. Par ailleurs, des installations américaines et du Golfe ont subi certains dégâts pendant le conflit. CNN a rapporté que l'Iran renforçait l'île de Karg avec des troupes supplémentaires, des défenses aériennes en profondeur et des pièges physiques. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Kaliba, a publiquement averti que si un État régional soutenait une opération de débarquement, l'ensemble de ses infrastructures vitales serait visé par des attaques incessantes et implacables. L'ancien commandant suprême allié de l'OTAN, James Stridus, a qualifié l'option amphibie d'extrêmement dangereuse. Le Royal United Service Institute à Londres a estimé qu'elle ne serait pas sans effusion de sang. Et la Foundation for Defense of Democracies a averti que tenir Karg sous un feu continu de missiles balistiques venus du territoire iranien, situé à seulement 15 miles, exigerait un dispositif défensif massif qui ne peut pas être assemblé rapidement. Ce n'est pas un raid de commando. C'est une occupation sans horizon de sortie. Et Trump a passé toute sa carrière politique à promettre que les guerres sans fin étaient terminées. Plus de guerres sans fin, simplement une urgence de plus, avec un nouveau slogan et une facture plus lourde. Voici maintenant la dimension qui accélère le désespoir de Trump plus vite que n'importe quelle variable militaire. Les ravages économiques. Le prix moyen de l'essence aux États-Unis a atteint 4,02 $ à l'échelle nationale le 30 et 1 mars. C'est une hausse de plus d'$1 par rapport au prix d'avant-guerre, qui était de 2,97 $, soit une flambée de 35% en 32 jours. Le diesel a été encore plus brutal, bondissant de 45% à 45 $ le gallon. Le diesel alimente chaque camion, chaque tracteur, chaque train de marchandises, chaque chantier du pays. Ce coût ne s'est pas encore pleinement répercuté à la pompe, il est déjà dans le circuit. Il va se retrouver sur les étagères des supermarchés, sur les factures de transport et sur les factures d'électricité au cours des 60 à 90 prochains jours. Le Brent s'est établi autour de 118 $ le baril pour livraison en mai. C'est une hausse de 60% depuis le début de la guerre. Goldman Sachs et d'autres ont averti qu'une fermeture prolongée d'Ormuz pourrait pousser le brut au-delà de 150 voire 200 $ le baril, un niveau que le monde n'a jamais connu. L'Agence internationale de l'énergie a décrit la perturbation comme sans précédent par son ampleur et les gouvernements ont répondu par une libération coordonnée record de 400 millions de barils issus des réserves stratégiques, ce qui a acheté du temps, pas une solution. Les dégâts vont désormais bien au-delà de la pompe. Qatar Energy a déclaré un cas de force majeure sur certains contrats de gaz naturel liquéfié. Les Philippines ont décrété l'état d'urgence énergétique à l'échelle nationale. Les approvisionnements en hélium ont été perturbés et les marchés intègrent de plus en plus un ralentissement de la croissance, une inflation plus persistante et moins de baisse de taux à court terme. La position politique de Trump s'est nettement affaiblie. Reuters Ipsos a trouvé son niveau d'approbation générale à 36%. Seuls 29% approuvaient sa gestion de l'économie et à peine 35% soutenaient les frappes contre l'Iran, tandis qu'environ 60% y étaient opposés. Environ les 2/3 des Américains ont dit que les États-Unis devraient mettre fin rapidement à la guerre, même si tous les objectifs n'étaient pas atteints. Le président de la commission des forces armées de la Chambre, Mike Rogers, a déclaré aux journalistes qu'il existait une frustration des deux côtés de l'échiquier politique après des briefings classifiés du Pentagone qui ont laissé les parlementaires avec plus de questions que de réponses sur les plans de déploiement, la sortie de guerre et le coût. Le représentant républicain Brian Fitzpatrick a dit qu'il obtenait ces informations par les articles de presse, pas par l'administration. Les 435 sièges de la Chambre et 35 sièges du Sénat seront soumis aux électeurs en novembre. Et chaque jour où le prix à la pompe reste au-dessus de 4 $ affaiblit la position républicaine. Alors comment cela se termine-t-il ? Trump a 3 routes et aucune ne mène à une sortie propre. Il peut déclarer la victoire et se retirer alors qu'Ormuz reste sous contrôle iranien. Rubio est déjà en train de construire ce récit. Netanyahou a déclaré à Newsmax que la guerre avait dépassé la moitié du chemin en termes de mission. Le vocabulaire est en train d'être façonné pour revendiquer le succès.
Mais si le détroit reste fermé, si le régime de péage se durcit, si l'essence reste chère, alors les critiques présenteront l'ensemble de la campagne comme l'échec stratégique le plus coûteux depuis le Vietnam. Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan Chase, a publiquement déclaré sur Fox News que les États-Unis devaient gagner cette affaire et nettoyer les détroits. Quand la stratégie échoue, le service du récit se charge simplement d'annoncer des progrès. Il peut laisser le problème aux alliés. Londres et Paris seraient en train d'assembler une coalition allant jusqu'à 35 nations pour sécuriser le détroit après la fin des combats, avec des frégates, des escortes et une défense aérienne. La Chine et le Pakistan ont proposé leur propre plan de paix en 5 points. Mais cette voie révèle le fait que l'Amérique a lancé une guerre, puis a demandé au reste du monde de l'achever. Ou bien il peut escalader, s'emparer de Karg, lancer l'assaut sur le littoral iranien et forcer la réouverture du détroit avec des marines et de l'infanterie aéroportée sous le feu. Les forces sont en place. Le Boxer arrive dans 2 semaines, donnant aux États-Unis leur capacité terrestre maximale, mais le Pentagone estime qu'une opération de réouverture d'Ormuz à elle seule prendrait encore 4 à 6 semaines, repoussant la guerre jusqu'au cœur du mois de mai. Les pertes américaines augmenteraient, les retombées politiques seraient volcaniques, et Trump se retrouverait propriétaire d'une guerre terrestre en Iran, exactement le scénario qu'il a bâti sa marque politique et dénoncé. Demain soir, le 2 avril, Trump s'adressera à la nation au sujet de l'Iran. La Maison-Blanche a reprogrammé un voyage en Chine pour la mi-mai, ce que beaucoup lisent comme une échéance discrète pour mettre fin au conflit. Les réserves stratégiques de pétrole sont en train de s'épuiser. Le Boxer Strike Group se rapproche, le régime de péage se durcit dans la loi, les États-Unis ont coulé l'essentiel de la marine iranienne. Ils ont frappé des aérodromes, des usines de missiles et des installations nucléaires à travers le pays, 11,3 milliards de dollars dépensés en 6 jours. Plus de 8000 cibles frappées, 92% des principaux navires de guerre iraniens éliminés. Et après tout cela, l'Iran contrôle toujours la seule chose qui compte, l'étroit couloir d'eau entre son littoral et Oman, par lequel un 1/5 de l'approvisionnement énergétique mondial est censé transiter. La guerre a été vendue comme une démonstration de force. La sortie est désormais emballée comme de la flexibilité. Mais le détroit raconte la seule histoire dont se souviendront les marchés, les alliés et les électeurs. Qui tient Hormuz tient le levier. Et à l'heure actuelle, ce ne sont pas les États-Unis.